Merci beaucoup. Maintenant, vous avez rajouté de la tension à mon intervention. Maintenant que je sais que c'est en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération royale marocaine de football, avec cette conférence. Cher président de la CAF, cher Ahmad, cher président de la Fédération royale marocaine de football, cher Fouzi, chers membres du comité exécutif de la CAF, chers présidents des fédérations, légendes, chères légendes, partenaires, membres des médias, chers amis, dear friends, c'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui ici au Maroc, à Rabat, à Salé, pour être précis. J'espère que l'addition ne va pas être trop salée après cette conférence, mais en tout cas, ça va être un investissement aussi dans le football africain. Dans ce centre incroyable, magnifique, somptueux, un centre qui n'a absolument rien à envier à n'importe quel centre technique au monde. Un centre qui est une fierté, et doit être une fierté, pas seulement pour Rabat ou pour le Maroc, mais pour l'Afrique et pour le monde. Je disais hier soir, quand on a visité un petit peu le centre, que pour moi, en tant que président de la FIFA, venir ici, visiter ce qui est fait, visiter ce centre, ça me remplit d'énergie et de joie. Et c'est quand on voit ça qu'on se dit, oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Du sujet, et je m'excuse d'ores et déjà si peut-être je vais être un peu plus long que mes deux prédécesseurs, mais si jamais vous m'interrompez, vous me dites quand il faut que je dégage. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup réfléchi à ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi et je n'arrivais pas à trouver vraiment l'inspiration, alors j'ai décidé que je vais simplement vous dire ce que je pense. Sans filtre, direct. Ce que je pense de la situation du football africain actuellement, mais surtout comment je pense Seminar on the Development of Competitions and Infrastructure in Africa, séminaire sur le développement des compétitions et des infrastructures en Afrique, je m'énerve. Et je m'énerve parce qu'on dit souvent, oui, président de la FIFA, Gianni Infantino, oui, vous aimez l'Afrique, oui, et vous voulez développer le football en Afrique. Non. Parce que le football en Afrique se développe tout seul. Vous donnez un ballon à des garçons ou des filles, et ils ou elles vont jouer avec le monde. Nous ne devons pas développer le football en Afrique. Ça ne m'intéresse pas de développer le football en Afrique. Ce que je veux, c'est de projeter le football africain dans l'élite mondiale. We have to project African football to the top of the world. Ça fait 50 ans, 40 ans, 30 ans qu'on parle du développement du football africain. 1978, Coupe du Monde avec la Tunisie qui gagne son premier match. Le premier match d'une équipe africaine en Coupe du Monde. 1982 avec le Cameroun de Thomas Nkono, avec l'Algérie de Rabat Majer, qui obtiennent des résultats importants, mais qui ne passent pas le tour. 1986 avec le Maroc, de Bouderbala et compagnie, qui passe pour la première fois, une équipe africaine qui passe le tour et est éliminée après par l'Allemagne dans un match très très serré sur un tir de 50 mètres, plus ou moins. Et là, tout le monde, y compris un des tout grands du football mondial, prédisait un avenir incroyable au football africain, Pelé.
Pelé a déclaré, avant l'an 2000, une équipe africaine va gagner la Coupe du Monde. On est en 2020. Et non seulement aucune équipe africaine a gagné la Coupe du Monde, mais on a l'impression qu'on fait marche arrière. On a l'impression qu'il n'y a pas une évolution, mais qu'il y a une involution du football africain. Et tout ça, nonobstant l'incroyable talent et l'incroyable passion qui existe dans ce continent. Alors quand je suis en Afrique, ou quand je parle à des journalistes africains, quand je fais des conférences de presse, on me pose souvent la question, alors Pelé a dit qu'une équipe africaine allait gagner, pourquoi ça n'a pas marché? C'est pas facile de répondre à cette question. Et on essaye d'y répondre depuis des décennies. Et je pense vraiment qu'il est temps aujourd'hui, il est grand temps aujourd'hui, de tourner la page, d'arrêter de parler du développement du football africain et de vivre selon les ambitions qui doivent être les nôtres, qui sont et qui doivent être de projeter le football africain dans le top du monde. Et c'est possible. On le voit ici, dans ce centre, que c'est possible. On le voit avec des exemples qu'il y a un petit peu partout en Afrique. Je mentionne mon ami Moïse Katumbi avec son TP Mazembe, premier club africain à arriver à une finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2010. Malheureusement contre un adversaire qui était imbattable, l'Inter de Milan. Mais c'est possible de faire des choses et il faut absolument y croire. Alors, justement, quand on me pose cette question, je réponds souvent, oui, c'est vrai, il y a un talent incroyable, il y a une passion incroyable. Il faut qu'on arrive à mettre un peu de structure et un peu d'organisation dans ce football africain pour pouvoir franchir ce cap. On essaye. On a essayé. Depuis que je suis arrivé à la FIFA, en 2016, on a augmenté les investissements pour l'Afrique de 27 millions par an à 120 millions par an de dollars américains. Mais il n'y a pas vraiment d'impact. Pourquoi il n'y a pas vraiment d'impact? Parce qu'on doit faire plus, parce qu'on doit travailler plus. C'est pour ça que je salue la décision du comité exécutif de la CAF, du président Hamad, de se rapprocher à la FIFA, parce que finalement la FIFA, c'est aussi l'Afrique. Vous êtes tous membres de la FIFA. Et de travailler ensemble pour vraiment changer ce football africain. Alors on a commencé à travailler ensemble il y a 6 mois. Et on a commencé à focaliser nos attentions sur la structure et l'organisation au niveau de la CAF, au niveau des zones, au niveau des fédérations, au niveau de la collaboration avec la FIFA. On ne devrait même pas parler de collaboration avec la FIFA, ça devrait être normal. On est la FIFA, vous êtes tous la FIFA. Et on a commencé à étudier ce qui n'allait pas et ce qui pouvait être fait mieux. Alors il est évident, on va en parler aujourd'hui, on va en parler demain au comité exécutif de la CAF. Il est évident qu'en ce qui concerne la bonne gouvernance, la compliance, comme disent les Anglais, il y a du travail à faire. En ce qui concerne le management des flux financiers, les structures organisationnelles internes, c'est clair, il faut le faire. On l'a fait, on a dû le faire à la FIFA.
il faut le faire en Afrique, on est en train de le faire tous ensemble. On n'a pas encore fini, on a juste commencé, on est en train de le faire. Mais je suis conscient aussi que ça ne va pas exciter les foules outre mesure. Et c'est juste parce que les passionnés de football, et il y en a des centaines de millions en Afrique, ils ont le droit d'attendre de nous qu'on travaille professionnellement et sérieusement. Parce qu'on ne gère pas notre propre entreprise. On gère le football. On gère le football mondial, on gère le football africain. Vous gérez, on gère le football dans chacun de vos pays respectifs. Et ça veut dire qu'on gère les sentiments de centaines de millions de personnes et on ne peut pas les décevoir. Donc c'est normal qu'on doit travailler sur les plus hauts standards de bonne gouvernance. Comme on l'a fait à la FIFA, on le fait et on le fera aussi en Afrique. Mais comme je disais, ce n'est pas ça qui va enthousiasmer les gens et ce n'est pas non plus ça qui va vraiment faire la différence. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? On a pensé à surtout 3 axes d'intervention que j'aimerais mentionner. And I will switch a little bit to English, if you allow. Je vais passer à l'anglais pour permettre aussi à ceux qui sont de langue anglaise d'écouter en anglais. And I will come back to French later on. So I think we have to intervene in 3 main areas. Refereeing, infrastructure, and competitions. And we have to seriously intervene in these areas, because whenever I travel throughout Africa, and I've been visiting in the last almost 4 years, 41 countries of Africa. There are still a few missing, and everyone is positive, and it's great what you do, Mr. President, and it's great what CAF does, and it's great what our government does, and this and that. But actually, you know, the referees, it's a bit of a problem. We don't trust them, we are not sure what's happening. The infrastructure is not what it should be. And the competitions don't give us what they should give us. So we have to look at each one of these topics individually. And if we start with the referees, whether it's true or not that there is a problem with refereeing in Africa, and by the way, it's not only in Africa, but we are here in Africa to speak about Africa. Whether it's true or not, it doesn't really matter. Sadly, we have seen with some evidence that there are situations which affect refereeing in Africa, which bring corruption into the spotlight, corruption of referees. And when it comes to international referees in particular, they have a badge that they wear on their heart. And on that badge the referees wear, it's written FIFA. They are FIFA referees. And if there is a person who has such an important task as a referee, who is seen to represent FIFA on the pitch, and who has to be the judge and the guarantor for the match to be played in a fair way, and if there are doubts about this person, then we have lost from the beginning. We have some investors or potential investors here today. Who is going to invest in a movement that is suspected of not having fair games? And the guarantor for fair play in this respect is very easy, and you will hear more details
about that in the future. We want to do something which is unique in the world. Because another mistake that Africa and African football is doing, dear friends, is that we try to copy what is done, maybe in Europe, and just to paste it in Africa. Cannot work, because the situation is different, because the economy is different. We have to develop African solutions, and we have to develop modern and innovative solutions. So what we will do with the refereeing is we will simply take out the best 20 referees of Africa. We will professionalize them. This means we, FIFA, and you are all FIFA, I want to repeat that, we will give them a professional contract. They will be FIFA referees, really FIFA referees, fully employed by FIFA. And they will be able to concentrate on their task, which is refereeing. Today, in the top European leagues, referees are professionals, de facto at least. They earn their life through refereeing. In Africa, it's not possible. So obviously, even the top referees are subject to interferences. And even if they are the most honest persons in the world, it is sufficient that people don't believe in them to create a doubt and to undermine the whole African football. So the referees have to be beyond and above any doubt. And to do that, we need to protect them. It is our duty. So we take the 20 best referees, we professionalize them. In addition to this, they will help us to train new young referees, because they will be full professionals. And they will be able to recruit all over the continent the new referees. This is something that has never been done anywhere in the world. And it is something that will have a serious impact on the credibility of football in Africa. And we need to do that because we need to depoliticize the whole situation. Referees cannot be subject to the FIFA president or subject to any president. They have to be above and on the side of any political interference. Again, whether it happens or not, it doesn't matter. It is the perception that counts. And for this reason, we need to do something that the world will watch as something new, as something incredible, as something that is groundbreaking for refereeing in the world and not only in Africa. That's why we have to focus on the world and not, as the title here says, on Africa only. The second area of intervention is infrastructure. And that is an important area, of course, of intervention. And that is the second comment I always receive when I travel around Africa. Yeah, but our stadiums, our infrastructure, our pitches. And again, there are exemptions. But there is then also the reality, and it is sufficient when you travel, and all of you travel a lot in Africa. You go to a hotel in the evening, before sleeping you switch on the TV, and you start zapping, and you see SuperSport or beIN or whatever, and you see that there is football everywhere. And when you have, if you have, I don't know, 6 channels that broadcast football in Africa, 5 of them broadcast European football, and 1 of them broadcasts African football. And that's already a little bit strange, right? But when you watch it, you can see that the European football, which is broadcast, and not just speaking about the Premier League or La Liga, but even other leagues, they are played in nice stadiums, in nice infrastructure, which look good. And then when you zap, you see some
African League match in some countries where you have people everywhere, cars inside the stadium, people standing, you don't know what is happening. The match, which should start at 8 p.m., starts at 10 past 8, or maybe doesn't start because it has been postponed to the following day, nobody knows about it. So these are situations that, of course, affect the image of African football, and that's why we need to invest in infrastructure. Because when you want to sell a product, when you want to generate income, when you want to generate revenues, you need to offer something, you need to invest first. We have many investors here in the room, you know it. If you want to generate income, you need to invest, you need to believe in what you do, and the basis for football is the infrastructure and the stadium. And my objective is to have in each African country, in each of the 54 African countries, at least one top-class stadium, at least one. This is not the case today, as you know, for much more than half of the African countries. Because when the national team is playing, it has to be a pride for the whole country. And how can you be proud to play in a stadium that has been built 50, 60 years ago, which is kind of falling apart? We need to invest in infrastructure. Now, it's not easy to invest in infrastructure because even though we are now investing, from FIFA's point of view, 500 million in a 4-year period in Africa, if you divide this amount by 54 associations, and if you divide this amount year by year, you will end up with our 1.5 million per year per association. With 1.5 million, of course, you don't build anything. Or at least you don't build a stadium. You can build a pitch or a couple of pitches, but you don't build a stadium. And this is a problem. So we need to see how we can solve this problem. And we've been analyzing in the last couple of years, why is it that in spite of our investment of 120 million a year in African football, more than half of the money is not used? And why is it that we don't really make progress in terms of infrastructure building? Well, because, and you don't need to be Einstein to realize that, because to build a stadium, you need much more money than that. You need 20, 30, 40 million to build a state-of-the-art stadium where you can show a match of the highest qualities. So I've been discussing this, and we have to give to Caesar what belongs to Caesar, since I'm Italian and Latin origin, I stick to that. I discussed this with Fusi some time ago, and he was telling me, well, since he comes from finance, I know very little about finance. He was telling me, well, today, you know, in the international financial market, there are possibilities to get some money. And with this, we are elaborating a proposal that you will be debating and discussing today to generate, to mobilize $1 billion US, $1 billion US to invest in infrastructure in Africa. To build in every African country at least one top stadium. Those who have it already, their part will be invested in a center like this, or in regional stadiums. But we need to have this 20, 30 million per country, at least, to be able to build a top-class stadium. And we will inject $1 billion US in building of infrastructure in Africa. And we will do that because we have the muscle at FIFA to stand behind that. 4 years ago, FIFA was on the verge of bankruptcy, of closing down. Today, FIFA is
stronger than ever. FIFA has 2.7 billion US dollars reserves. FIFA is generating over 6.5 billion revenues in 4 years. FIFA is investing in African football 500 million every 4 years. FIFA is today a credible and trusted partner of banks, of commercial entities, of governments all over the world. And FIFA's mission is to boost and develop football all over the world. And how do you develop football? How do you boost football? By investing in infrastructure. So it is easy for us to stand side by side with CAF, with the regional, the zonal associations, with all 54 member associations of Africa, and go to the financial market and mobilize 1 billion and guarantee that 1 billion with the money that anyway is going to Africa. But instead of having 1.5 million per year, it will be maybe 1 million per year or 750,000 per year, but 30 million or 25 million at once to build a stadium. And we at FIFA will make sure that everything is done following the highest standards, because we will follow every single step. And if there is an area that we know, it is certainly the one of infrastructure. So we have to guarantee and to follow every single step to make sure that we have the impact that we want. I was speaking before about the figures of FIFA. In spite of the fact that our investment in football development has increased in the last 4 years from 350 million to 1.7 billion, in spite of this, our reserves have increased from 1 billion to 2.7 billion. Why? Because people trust FIFA. Because the market trusts FIFA. Because the politics trust FIFA. Because we are credible. Because we are trustworthy. And because everyone knows that if we say something, we do it as well. So we'll get a loan. We will establish partnerships with development banks, with investors. And together, we will invest, putting our name and our brand and our full strength into African football. And this will make a real difference. Et chers amis, une fois qu'on a réglé la question des arbitres en les professionnalisant, une fois qu'on a investi 1 milliard ou plus, parce que je fais un appel à tous les investisseurs présents et qui ne le sont pas encore ici, de croire et d'investir dans le football africain. Donc une fois qu'on a les infrastructures, il faut faire quoi? Il faut jouer. Il faut des compétitions. Et là aussi, je constate et je vois que on fait des choses, on organise des championnats, on organise des compétitions des équipes nationales, on organise la Coupe d'Afrique des Nations, on organise le CHAN. Tout le monde participe, mais ça n'a pas vraiment l'impact qu'on aimerait que ça ait. Pourquoi? Parce que peut-être il faut faire les choses différemment. Et c'est pour ça que quand on parle d'investissement, il faut investir aussi dans les compétitions. Et quand on parle compétition, encore une fois, il ne faut pas juste copier ce qui se fait en Europe. Il faut réfléchir à faire quelque chose qui va projeter l'Afrique et le football africain au top, au sommet du monde. Et alors il y a 4 domaines dans les compétitions sur lesquels il faut travailler. Je vais les mentionner brièvement. On aura l'occasion pendant la journée
d'en parler plus en détail, je suis sûr. Mais si on veut vraiment que le football africain puisse obtenir les résultats qu'il mérite au niveau du continent, dans le monde, on doit avoir un petit peu de courage. Et on doit investir dans le football féminin, dans le football des jeunes, dans le football des équipes nationales et dans le football des clubs. Alors pour ce qui est du football féminin, on a décidé, après la Coupe du Monde en France l'année dernière, d'augmenter le nombre d'équipes pour la Coupe du Monde. À partir de la prochaine Coupe du Monde, au lieu de 24, il y aura 32 équipes. On va évidemment aussi augmenter le nombre d'équipes africaines. Et ça, c'est bien. On ne sait pas encore, une ou deux équipes de plus. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'avoir une ou deux équipes de plus qui vont jouer un tournoi de la FIFA tous les 4 ans. C'est pour ça qu'on va proposer au niveau de la FIFA ce qu'on avait déjà proposé il y a quelques années. Ça n'a pas passé, j'espère que cette fois, il y aura un peu plus de soutien. On va proposer de créer une ligue mondiale des équipes nationales pour le football féminin, afin de permettre à toutes les équipes de pouvoir jouer avec continuité. Et on va aussi investir en augmentant le nombre de participants pour les compétitions des jeunes filles, ainsi que les catégories d'âge, pour faire en sorte qu'il y ait plus de compétition. Je vais en reparler quand je parle aussi des garçons. Et c'est important qu'aussi au niveau des clubs en Afrique, on fasse des efforts. Là, j'espère pouvoir proposer ces changements au niveau mondial bientôt pour que l'Afrique aussi puisse agir en conséquence, parce que si les réformes ne viennent pas du bas, il faut qu'elles viennent du haut et qu'ils descendent vers le bas et qu'on suive et qu'on force les gens à suivre et à travailler. Alors après, il y a le football des jeunes. Et quand on parle de football des jeunes en Afrique, on parle bien sûr de talent. On parle aussi malheureusement de l'âge des joueurs et de tricheries liées à l'âge. Il faut arrêter avec tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on triche? Il faut aller à la racine du problème. Parce qu'évidemment, on se dit, si je mets quelqu'un qui est un peu plus vieux, j'ai plus de chances de gagner. Parce que c'est tellement important de gagner. Ce n'est pas important de gagner au niveau des jeunes, c'est aussi une question de mentalité. Le football des jeunes doit développer les joueurs pour évoluer en équipe nationale. Et l'important, quand on parle du football des jeunes, c'est la participation. Alors aujourd'hui, si on regarde ce que fait la FIFA, parce qu'à mon avis, une grande part de responsabilité de la situation du football africain aujourd'hui revient à la FIFA. On est responsable que le football africain ne soit pas là où il devrait être, et il faut qu'on change ça. Et c'est pour ça qu'on est là. Quand on parle du football des jeunes, aujourd'hui, au niveau des garçons et au niveau des filles, mais je prends l'exemple des garçons, que vous connaissez certainement mieux, on a 2 catégories d'âge, moins de 17 et moins de 20, qui jouent une Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, on a 4 équipes africaines en U17 et 4 en U20. 8 équipes africaines qui jouent une Coupe du Monde tous les 4 ans. 8 sur tous les 2 ans, pardon. 8 sur 54 fois 2, 108. Donc même si les 8 pays qui jouent la Coupe du Monde sont 8 pays différents, 4 en U20 et 4 en U17, il y en a toujours une grande majorité qui ne joue pas. Donc on va proposer là aussi, parce qu'on a les moyens d'augmenter les catégories d'âge et d'augmenter le nombre d'équipes qui jouent dans ces compétitions. On va voir si
le conseil de la FIFA ou les membres, les fédérations membres de la FIFA vont suivre ces propositions, on va les élaborer, on va les proposer. Je vous l'ai dit ici en primeur, mais l'idée c'est de créer un moins de 16, un moins de 18 et un moins de 20, de jouer chaque année. Et au lieu d'avoir 8 équipes africaines, 8 pays africains qui jouent les compétitions des jeunes tous les 2 ans, on passe à 32 ou 36 tous les 2 ans. Parce qu'on double le nombre d'équipes et en jouant une Coupe du Monde chaque année, on multiplie en fait par 4 la possibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut investir dans les jeunes. Ça veut dire que même si une année vous ne qualifiez pas, vous vous qualifiez l'année d'après. Ça veut dire que vous avez 3 catégories d'âge dans lesquelles vous pouvez vous qualifier pour une Coupe du Monde. Et ça fait investir dans les jeunes. Ça fait vivre des centres comme le centre ici, à Rabat. Et ça oblige toutes les fédérations d'avoir des équipes. Alors on me dit, oui, mais l'Afrique n'a pas les moyens pour organiser une Coupe d'Afrique des moins de 16, des moins de 18 et des moins de 20 chaque année. Mais ce n'est pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Parce que si on fait ce qu'on a fait pour les équipes nationales seniors, c'est-à-dire augmenter à 48 participants, 48 participants, c'est pratiquement un membre sur 4 de la FIFA. Ça veut dire qu'une équipe sur 4 se qualifie pour la Coupe du Monde. Il suffit d'organiser un petit tournoi par an de 4 équipes. Le vainqueur de ce tournoi se qualifie pour la Coupe du Monde. Et vous en avez 3 dans 3 catégories d'âge, des garçons et 3 des filles, à organiser et à participer. Et la FIFA peut bien sûr aider à ce financement. Et on va obliger tout le monde à investir les ressources que la FIFA met à disposition pour développer les jeunes. Parce que si on n'oblige pas, si on ne force pas, ça ne se passera pas. Je n'aime pas parler de mon passé à l'UEFA. Mais c'est vrai que le travail qui a été effectué à l'époque à l'UEFA, en obligeant les fédérations et les clubs, d'ailleurs, d'investir dans les infrastructures, dans la formation, dans les compétitions. En Europe, il y a des championnats d'Europe, des jeunes, chaque année, avec 3 tours, premier tour, tour d'élite et tour final, tous les ans. Bien sûr qu'il doit y avoir une continuité, bien sûr qu'il doit y avoir un développement. Et si vous ne le faites pas, vous êtes out, vous ne recevez pas les contributions. Il faut obliger, mais on voit après les résultats. Après les jeunes, on parle des grands, des sélections nationales, des équipes nationales. Et là aussi, après 30 ans de paroles et de promesses que l'Afrique méritait une place de plus à la Coupe du Monde, et puis cette place de plus n'est jamais arrivée, mais bon, c'est pas grave. On était quand même contents, apparemment. On a décidé de doubler le nombre d'équipes africaines à la Coupe du Monde. À partir de 2026, et moi j'avais essayé même en 2022, malheureusement je n'ai pas obtenu le soutien que j'avais espéré, mais on ne peut pas toujours gagner, parfois il faut reculer pour mieux sauter. Mais à partir de 2026, il y aura 48 équipes. Et les équipes africaines, au lieu d'être 5, vont être 9,5, potentiellement 10. Ça va changer la donne. Parce que quand vous êtes 54 à vouloir se qualifier, c'est compliqué. Si vous jouez dans un groupe de 4 et le premier se qualifie, vous perdez un match, vous vous qualifiez? Probablement pas. S'il y en a 2 sur 4 qui se qualifient, ça change complètement la donne. Vous travaillez différemment, vous investissez différemment, vous y croyez. Et donc, il y aura le double d'équipes africaines à la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas suffisant. Et si on regarde aujourd'hui le football africain, et comme je vous disais, on est là pour se dire les choses, on n'est pas là pour se dire comme on est beau et comme tout va bien.
on se trouve dans une situation qui est un peu chaotique. On se trouve dans une situation où on ne sait pas très bien. Oui, il y a la Coupe d'Afrique tous les 2 ans. On joue en juin, on joue en janvier. Il y a le CHAN. Il y a les qualifications pour la Coupe d'Afrique. Il y a les qualifications pour la Coupe du Monde. Parfois c'est mixte, parfois c'est séparé. Il y a des tours préliminaires avec des équipes qui, avec un match aller-retour, se font éliminer et ne jouent plus pendant 2 ans ou 3 ans. Il faut mettre de l'ordre. On y travaille tous ensemble, bien sûr qu'on y travaille tous ensemble. Et on me dit souvent, oui, quand on parle, par exemple, de la périodicité de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est la compétition, la deuxième compétition la plus importante en Afrique, après la Coupe du Monde, bien sûr. On me dit, oui, mais on a besoin de jouer tous les 2 ans, parce que il y a des revenus, ok, et parce que c'est la seule façon de développer des infrastructures en Afrique. C'est ce qu'on me dit. Alors on joue la Coupe d'Afrique des Nations depuis quand? 30 ans, 40 ans, 50 ans? On joue la Coupe d'Afrique des Nations tous les 2 ans depuis quand? Je ne sais pas, vous le saurez mieux que moi. Des décennies. Est-ce qu'on a vu un développement des infrastructures et des revenus du football africain? La Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui génère 20 fois moins. Et au niveau des infrastructures, honnêtement, j'ai voyagé dans 41 pays. Ce que j'ai vu n'était pas vraiment une explosion de stades modernes. Mais on va investir 1 milliard dans l'infrastructure. On l'a dit. On n'a pas besoin d'une Coupe d'Afrique des Nations pour construire des stades. Dans chaque pays, ça doit être une fierté d'avoir au moins un stade. Une fierté pour le pays, pas pour la FIFA, pas pour vous, pour votre pays. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une Coupe d'Afrique des Nations pour construire un stade. Il faut le faire et on va aider, on va le faire nous, s'il le faut. Il y a les revenus aussi. Mais est-ce qu'on est vraiment convaincu que d'avoir une Coupe d'Afrique des Nations tous les 2 ans, surtout avec 24 équipes, qui était d'ailleurs une très bonne décision d'augmenter le nombre d'équipes, d'avoir une Coupe d'Afrique des Nations tous les 2 ans, c'est bien au niveau commercial. Moi, je viens d'un secteur du football professionnel, celui européen, qui génère beaucoup. Quand j'ai commencé à travailler à l'UEFA en l'an 2000, l'UEFA générait environ 3 milliards sur un cycle de 4 ans. Quand je suis parti, en 2016, l'UEFA générait 15 milliards sur un cycle de 4 ans. En ce qui concerne les équipes nationales, ce n'était certainement pas en augmentant le nombre de championnats, mais en faisant en sorte que quand on organise quelque chose, ça doit être le top. Donc, ce que je vous demande, c'est votre décision, mais ce que je vous demande de discuter et de réfléchir, c'est de passer la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans. Bien sûr, à condition que les revenus qu'on perd, si on l'organise tous les 2 ans, soient compensés. Mais on s'occupe de ça. Si on travaille ensemble, on ne va pas seulement doubler les revenus d'une CAN, on va les multiplier par 4 ou par 6. En présentant un produit, pas seulement à l'Afrique, mais au monde, que tout le monde veut voir. Et quand on voit les joueurs africains qui évoluent dans les plus grands clubs, notamment en Europe, c'est incompréhensible que le monde ne veuille pas voir une Coupe d'Afrique des Nations, qui aujourd'hui n'est pas vendue dans le monde, mais seulement en Afrique. Il faut faire en sorte que la Coupe d'Afrique des Nations soit un événement mondial incontournable et qui rentre dans le calendrier international. Alors, effectivement, on peut dire qu'on joue une fois en juin et une fois en janvier à cause des conditions climatiques. C'est bien. Mais qu'on mette une structure, qu'on joue tous les 4 ans, qu'on génère beaucoup plus et qu'on crée un événement qui devient
incontournable. Ça, c'est ma proposition pour les équipes nationales. En ce qui concerne les clubs, et j'arrive à la fin, je pense, plus ou moins, parce que on me regarde déjà méchamment ici du côté gauche, sur le flanc gauche, le latéral gauche. Les clubs, c'est la base du football. Les équipes nationales jouent 10 matchs par an. Les clubs en jouent 60, 50. Les équipes nationales se réunissent pendant 1 mois et demi, 2 mois sur une année. Les clubs pendant 9 à 10 mois. C'est important qu'on investisse aussi dans les clubs et dans le football des clubs, parce que les clubs, c'est la locomotive du football mondial. Et là aussi, il faut avoir un peu de courage, chers amis, et réfléchir à révolutionner un petit peu ce qui se fait dans le football, au niveau mondial, pas au niveau africain. Parce qu'il faut arrêter de réfléchir seulement en tant qu'Africain. Alors comment est-ce qu'on peut changer le football des clubs africains? Certainement pas en continuant à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ma proposition, et j'en ai déjà parlé, donc probablement vous en avez déjà entendu parler, c'est de créer quelque chose dont d'autres parlent depuis des décennies aussi, mais qui n'ont jamais fait, de créer une vraie ligue panafricaine de football des clubs. Une vraie ligue africaine. Une super ligue, appelez-la comme vous voulez, mais une ligue qui couvre l'entier du continent. Avec quoi? Avec 20 à 24 clubs, avec un maximum peut-être de 2 clubs pour un pays, qui jouent sur l'année, qui continuent à jouer dans leur championnat national, bien sûr, mais qui jouent pendant l'année pour couronner vraiment le champion d'Afrique des clubs. Souvent en Afrique même, c'est plus facile de voyager d'un pays à l'autre qu'au sein du même pays, donc je ne pense pas que les voyages, ça doit être un vrai problème. Mais c'est clair qu'une ligue africaine, une super ligue africaine, pourrait générer du jour au lendemain au moins 200 millions de revenus commerciaux par an. Avec 200 millions de revenus, ça projetterait une telle ligue automatiquement dans le top 10 du monde. C'est pour ça que d'autres ne veulent pas que ça se passe. Parce que du coup, une ligue africaine devient top 10. Top 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, les Salah, les Mané, les Nakid continueront à évoluer à Liverpool, à Real Madrid, à Barcelone, à Bayern, Dortmund, etc. Parce qu'ils vont gagner beaucoup, beaucoup plus. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les meilleurs vont dans les plus grands clubs. Les deuxièmes vont dans des clubs de moitié du classement, dans les grandes ligues. Les troisièmes vont jouer dans les ligues européennes demi-tableau. Les quatrièmes meilleurs africains, ils vont aller en Europe de l'Ouest. Les cinquièmes meilleurs africains vont aller en Asie. Et il n'y a que le sixième ou septième meilleur africain qui reste en Afrique. On ne peut pas développer le football africain comme ça. Il faut que ce soit une fierté pour les équipes africaines d'avoir les meilleurs joueurs en Afrique. Et effectivement, qui investit dans un club en Afrique s'il n'a pas de perspective de rentabiliser son investissement, des perspectives d'avoir une compétition digne de ce nom, belle compétition, dont pas seulement tout le continent, mais le monde entier parle. Parce que ça, encore une fois, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde et qu'on peut créer. Et l'idée serait celle d'avoir 20 clubs fixes et 4 clubs qui peuvent monter
et descendre en gagnant des championnats dans les différents pays et dans les différentes zones pour garder quand même aussi un esprit et une participation de toute l'Afrique. Mais il faut que l'élite puisse être là. Et si on a effectivement qu'une quinzaine de pays qui seront représentés, mais ce sera déjà 10 pays de plus qu'en Europe où il n'y a que 5 pays qui sont représentés dans l'élite. Et on aura déjà fait beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je demande, et j'ai déjà eu différentes discussions avec différentes personnes et investisseurs, je demande aujourd'hui à tous ceux qui veulent investir dans un club africain de s'engager à hauteur de 20 millions par an pour son club sur 5 ans, en ayant un stade aussi, un aéroport, des hôtels, des infrastructures, des garanties gouvernementales pour les voyages, les visas. Mais si on trouve 20 personnes, et je suis sûr que d'ici demain on en aura trouvé 50, qui sont prêts à mettre 20 millions par an, pas à la FIFA, pas à la CAF, pas à la fédération, mais dans son propre club, on aura là aussi mobilisé 2 milliards. Si on investit 1 milliard pour les infrastructures et 2 milliards pour les clubs, ces investissements de 3 milliards vont générer 3 milliards de plus en revenus. Parce que le football africain va changer de catégorie. Et on investira d'ici 2025, on générera 6 milliards de dollars pour le football africain. Il n'y a jamais personne qui n'a même pas pensé ou rêvé de faire quelque chose de pareil en Afrique. Moi, j'y crois. Vous devez y croire. Ce n'est pas à moi de vous dire de faire ça. On doit le faire ensemble. Parce que c'est possible de le faire. Parce qu'il y a le talent et la passion. Et il faut donner l'espoir aussi. Quel espoir est-ce qu'on donne, nous, les gens du football, aux Africains aujourd'hui? Pas aux footballeurs africains, pas aux passionnés de football africain, mais aux Africains en général. Qu'est-ce qu'on fait, nous, tous, pour l'Afrique? On donne l'espoir aux gens d'aller mourir dans la Méditerranée, en espérant vivre un peu mieux peut-être s'ils survivent. C'est la même chose qui se passe dans le football, où le seul espoir pour un jeune Africain, c'est d'aller en Europe, d'aller quelque part, même sans contrat, même sans papier, même... et puis peut-être, je vais réussir, et si je ne réussis pas, je finirai dans la criminalité, ou je ferai autre chose. Non, il faut donner de l'espoir en Afrique, et pour donner de l'espoir en Afrique, il faut faire des choses en Afrique, il faut investir en Afrique, et nous, au niveau de la FIFA, on est prêt. Moi, je suis prêt à investir. J'y crois, mais évidemment, tout seul, personne ne peut rien faire. J'aurais besoin de chacun d'entre vous, dans cette salle. J'aurais besoin du soutien des hommes d'affaires, des banques, des gouvernements, de l'Afrique, du monde. Parce que quand j'ai parlé de ces projets avec des investisseurs internationaux, du coup, ils se sont intéressés. Et ils veulent tous investir. Donc, chers amis, démontrons au monde ce qu'on peut faire. Faisons en sorte que ce 1er février soit le jour de la naissance d'un nouveau football africain. Merci beaucoup pour l'attention. Thank you very much. Shukran.